Hey, bienvenue à Papa Typique, épisode 2. Moi, c'est Yves Brisson. Si c'est votre premier épisode, ben, je vous souhaite la bienvenue. Je vous suggère d'aller écouter l'épisode 1 en premier. Évidemment, ça explique d'où je viens, pourquoi j'ai lancé ce projet-là. Mais si tu veux rester ici, ben, tu ne te gênes pas. On va se comprendre pareil. Ceux qui ont écouté l'épisode 1 savent que j'ai promis de parler d'un moment précis aujourd'hui. Un moment qui a, on peut dire, changé notre vie de famille de façon permanente. Évidemment, je ne dis pas ça pour le pire, mais je vais être clair là-dessus dès le départ. C'est vraiment de façon permanente. Puis ce moment-là, c'est quand on a reçu le diagnostic d'Étienne. Étienne, aujourd'hui, a 16 ans. Il est autiste de niveau 2, verbal, mais avec quand même un sévère retard de langage. Donc, plusieurs défis importants. Puis avant que vous continuiez à m'écouter, je veux que vous sachiez quelque chose. Je vais parler du diagnostic aujourd'hui, mais seulement de ma vision de père. C'est mes pensées, mes questionnements. Évidemment, je ne parle pas au nom d'Étienne, ni au nom de ma conjointe Cathy, qui, même si elle est présente dans cette histoire-là de façon importante, c'est quand même pas son point de vue à elle. Je parle en tant que père parce qu'en fait, c'est ça, papa typique, c'est donner la parole à ceux qui la prennent rarement, les papas. Donc, allons-y. Euh, pour comprendre, je pense, cette journée-là ou ce moment-là du diagnostic qu'Étienne a reçu, il faut quand même un peu créer c'est quoi qui vient avant le diagnostic. Donc, Cathy et moi, quand Étienne est arrivé, euh, on avait déjà 2 enfants. Puis, au moment où Étienne est né au monde, ils avaient 8 et 9 ans. Donc, c'est Philippe, mon aîné, puis aussi Mégane. Donc, les deux ont 13 mois de différence. Donc, c'est juste pour dire que le chaos là, à la maison, on a déjà connu ça. Mais on était une famille bien établie, qui fonctionnait. On avait notre rythme. Ça allait très, très bien. Puis, quand Étienne est arrivé, c'était un beau bébé, un enfant aimé. Même, il y a quand même eu une naissance difficile, mais ça sera un tout autre sujet. Mais quand même assez tôt, on a commencé à voir des choses, peut-être pas autant nous, mais des fois, c'est des amis ou des membres de la famille qui commençaient à observer quelque chose de différent chez Étienne. Bon, je ne vais pas entrer aujourd'hui dans les détails des signes précurseurs. En fait, ça aussi, à- c'est un épisode ou deux complet juste là-dessus. Mais en fait, nous, on a quand même, vu qu'on avait eu 2 enfants avant, on a quand même observé des différences de comportement euh, qu'on n'avait pas vues ni chez Philippe, ni chez Mégane. Des façons de réagir ou de ne pas réagir. Ça fait que, oui, en tant que parents, on se posait des questions, puis on en parlait entre nous, évidemment. Puis on a consulté un médecin qui l'a observé, qui a poussé vers d'autres euh, examens, d'autres professionnels. Puis, en fait, toute cette période-là, c'est comme un petit peu flou dans ta vie. C'est comme si tu sais qu'il y a quelque chose, mais tu ne sais pas vraiment non plus. Tu ne sais pas exactement c'est quoi. C'est un genre d'entre-deux entre deux inconfortable. Tu n'as pas la réponse, mais tu as quand même des signes qu'il y a quelque chose qui est différent. Puis est venu le moment du diagnostic officiel. Honnêtement, je ne savais pas grand-chose sur l'autisme avant de recevoir ce diagnostic. Pas parce que c'était des préjugés nécessairement. C'est pas que j'avais une image qui était négative ou une peur irrationnelle. C'est juste que ma connaissance face à l'autisme était bon, vraiment sommaire. L'autisme, pour moi, à ce moment-là, c'est une notion vague. Euh, c'est des images tirées de films ou des reportages, mais en fait, rien de concret ou rien de réel dans ma vie. Puis là, tout d'un coup,
ça devient extrêmement réel. Puis le médecin, je me souviens, là, on a eu un document de plusieurs pages là, de tous les professionnels, parce que c'est pas juste un médecin qui donne le diagnostic. Ça a été plusieurs professionnels qui ont observé Étienne. Puis ils disent, ben voilà, c'est spectre de l'autisme, c'est un TSA niveau 2, avec un sévère retard de langage. Et c'est des mots que tu entends, que tu notes dans ta tête. OK, ça, tu mets des catégories, mais tu comprends pas encore. En tout cas, pour ma part, je comprenais pas encore vraiment ce que ça signifiait. Puis je me souviens d'être sorti du bureau, puis d'avoir le diagnostic officiel, puis de se regarder, puis de se dire, ben OK, mais c'est quoi la suite? Qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Puis en fait, je pense qu'il y a vraiment eu une période difficile après le diagnostic, courte, mais qui a vraiment été présente, en tout cas dans ma vie. Ça n'a pas duré des semaines ou des mois, peut-être une journée, maximum deux. Mais pendant ce temps-là, il y a eu beaucoup d'émotions, euh, beaucoup de choses qui m'ont traversé l'esprit que je ne m'attendais pas nécessairement à ressentir. La principale, peut-être, c'est le pourquoi. Pourquoi nous? Pourquoi notre famille? On avait déjà 2 enfants en bonne santé. Bon, une vie quand même normale. On faisait tout ce qu'il fallait pour le bien-être de notre famille. Pourquoi ça tombait sur nous? Puis, je sais que c'est une réaction que beaucoup de parents, ils vont se reconnaître là-dedans. Mais je sais aussi que intellectuellement, si on y va juste de façon très rationnelle, la réponse à ce pourquoi, elle n'existe pas vraiment. L'autisme, c'est pas une punition, c'est pas un mauvais résultat, un choix de vie. Mais sur le coup, c'est pas l'intelligence là, qui te fait avoir tout. C'est vraiment ton système émotionnel qui essaye de gérer cette nouvelle-là. Puis, mais quand même, cette question-là te vient, veut pas, dans la tête. Tu essaies de comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis, d'une certaine façon, il y a eu aussi un deuil de la vision qu'on avait. On avait Étienne parce que c'était le petit dernier qu'on voulait pour se gâter. C'est sûr qu'avec Philippe et Mégane, avec juste 13 mois de différence, ça avait été rock'n'roll. On avait eu le goût d'avoir un autre enfant. Euh, Bien, Étienne était là, puis c'est parfait. Mais la vision qu'on avait de ce qu'on ferait avec Étienne, on avait des projets de voyager, peut-être de voyager en caravane. En tout cas, c'est tout un projet qui, finalement, et peut-être certaines parties du projet vont se réaliser, mais à la base, on ne savait plus là, à quoi s'en tenir. On ne savait plus qu'est-ce qu'on pourrait faire ou ne pas faire. On était dans un inconnu. Ce que je sais par contre, c'est que je me suis senti déboussolé. Comme si le sol s'était un peu dérapé en dessous de mes pieds. Mais pas effondré par contre, mais juste comme un genre d'instabilité, un étourdissement. Là. Mais voici ce qui s'est passé après ce court moment. Au bout d'un jour ou deux dans cet état-là, euh, quelque chose, on peut dire, s'est allumé en moi. Je me suis dit, ben, clairement, Yves, t'as un choix à faire. Un vrai choix, pas un choix facile, mais il faut faire un choix clair. Puis, dans la vie, en tout cas, il me semble que c'est souvent cette idée-là qui est devant nous. Tu as toujours l'option numéro un que tu veux minimiser la situation, un peu comme un genre de déni, se convaincre que ben, c'est pas si grave, espérer que ça va se passer tout seul, que peut-être que les médecins, ils se sont trompés, ils n'ont pas fait un bon diagnostic, que les choses vont toutes se régler par elles-mêmes, puis qu'un peu continuer de vivre comme si, en faisant semblant que rien n'a changé.
Puis, l'option numéro 2, ben, c'est plutôt aller complètement dans l'opposé, reconnaître l'autisme d'Étienne, aller chercher la connaissance nécessaire, comprendre, apprendre, faire face à la réalité d'Étienne, pas pour combattre sa réalité, pour mieux le supporter, mieux devenir ce qu'il peut devenir avec sa différence. Puis, moi, puis je dis moi, puis Cathy aussi, on a choisi l'option numéro 2, puis sans hésiter longtemps. Puis, honnêtement, je vais vous dire quelque chose, c'est probablement la meilleure décision qu'on ait prise comme parents. Parce qu'à partir de ce moment-là, bien, il y a une soif qui s'est installée. Une soif de créer quelque chose d'unique avec Étienne. Une soif de bien comprendre c'était quoi l'autisme. On s'est mis à lire, j'ai suivi des formations, on est allé chercher des ressources, des témoignages, des études. On a parlé avec des professionnels, avec d'autres parents qui vivaient la même chose que nous. On a essayé de comprendre pas juste l'autisme en général, mais en fait, comment Étienne, lui, vivait l'autisme à sa façon, avec sa propre façon de percevoir le monde, quels étaient ses besoins, ses forces. Puis cette soif-là, on est 16 ans plus tard, mais en fait, 16 ans plus tard, le diagnostic, Étienne l'a eu quand même vers, si je ne me trompe pas, vers 2-3 ans. Donc, tout ce temps-là, plus tard, Étienne maintenant a 16 ans. Puis la soif d'apprendre puis de parler de l'autisme n'a jamais disparu. Et en fait, on se le dit souvent, moi et Cathy, que on se tannera jamais de parler de ça. Les gens, des fois, on va m'en parler, ils vont nous poser des questions, on peut dire, t'as sûrement pas le goût de parler de ça, mais non. Ça nous fait plaisir, on aime ça, parler d'autisme, parce que c'est notre vie. On a décidé de comprendre, de trouver des solutions pour qu'Étienne se sente bien. Puis si on peut aider d'autres qui ont des questions, qui vivent la même situation, ben c'est avec joie qu'on le fait. On est content de partager sur ce sujet-là. Puis, je pense qu'on a vite compris que cette connaissance-là ou ce désir de comprendre, bien, c'était notre façon de prendre soin d'Étienne, qu'on puisse être utile pour lui, pas juste d'être victime ou d'avoir le sens de subir, mais plutôt de passer à l'action. Puis, il y a quelque chose dont je suis vraiment fier. Évidemment, je dis pas ça, je dis pas ça tout le temps, se vanter. C'est pas dans mes habitudes, mais la façon que Cathy et moi, on a traversé les premières semaines après le diagnostic, c'était vraiment bien. On n'a pas passé des mois dans un deuil, on ne s'est pas enlisé non plus dans le déni. Puis on ne s'est pas accusé mutuellement, parce que oui, des fois, ça peut être une tentation qui peut exister, mais on a plutôt cherché à comprendre, pas c'était de la faute à qui, ou c'était plutôt d'agir comment on pouvait aider Étienne. Donc, on a saisi le taureau par les cornes. Euh, c'est une expression qui me vient en tête, là, vraiment, c'est d'y aller puis pas regarder jamais en arrière. Attaquer la situation, prendre des décisions, aller de l'avant, aller chercher les outils qu'on avait de besoin. Toutes les ressources possibles étaient là. Puis il a fallu quand même chercher, mais au moins on avait l'impression de mieux comprendre, de mieux être prête à aider Étienne dans sa situation. Pas parce qu'on voulait le réparer. euh, on n'a jamais pensé même à cette idée-là, mais on voulait juste être des parents à la hauteur. Un peu de la même façon qu'on avait fait notre possible pour être des parents à la hauteur aussi pour Philippe et Mégane dans leurs différentes personnalités. Pour faire en sorte que tout le monde dans la famille ait les meilleures chances de s'épanouir,
puis que d'être bien dans la famille. Puis je pense qu'on a bien réussi ça. Évidemment, pas parfaitement, mais ben, avec le cœur à la bonne place, avec la volonté de continuer d'apprendre puis de faire du mieux possible. Étienne, aujourd'hui, a 16 ans. Il est verbal, peu encore, mais il trouve le moyen de s'exprimer. Il a ses routines, ses intérêts, sa façon bien à lui de nous faire comprendre les choses. Puis, quand je le regarde aujourd'hui, je me dis que peut-être 1 ou 2 journées où que je me suis demandé personnellement, mais pourquoi nous? Bien, c'est pas une question que je me pose du tout maintenant. Pas parce que c'est facile, pas parce que les défis ont tous disparu, mais parce que maintenant, je ne conçois pas notre famille autrement. Étienne, il fait partie de ce qu'on est, de ce qu'on est devenu. Puis aussi exigeant que ce chemin-là a pu être, mais ça m'a rendu un meilleur père, même, j'oserais dire, un meilleur homme. Si vous êtes en train d'écouter ça, que vous venez de recevoir un diagnostic pour votre enfant, diagnostic d'autisme, ou même des fois d'autres situations d'handicap, je veux vous dire quelque chose directement. Ce que vous ressentez là maintenant, une certaine confusion peut-être, un choc, peut-être beaucoup de questions qui arrivent en même temps, peut-être la tristesse même. C'est tout à fait normal. C'est humain. Puis, laissez-vous le temps de vivre, cette émotion-là. Mais quand vous serez prêt, puis le moment va venir, vous aurez un choix à faire. Puis, je vous encourage fortement à choisir la voie de comprendre puis d'aller chercher les outils nécessaires. Pas parce que ça efface les difficultés, mais non, ça ne les efface pas. Mais parce que de comprendre, c'est ce qui m'a permis d'agir, puis agir, ben, c'est ce qui fait la différence. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. C'est pas toujours facile de rouvrir ces boîtes-là, mais je pense que c'est important de le faire, pas juste pour moi, mais évidemment pour tous ceux qui vivent quelque chose de semblable puis qui ont besoin d'en entendre parler pour voir que c'est pas juste eux qui vivent cette situation-là. La semaine prochaine, on va parler de quelque chose dont on parle encore moins que le diagnostic. On va parler des émotions des pères, les vraies. Les émotions qu'on garde en dedans, parce que peut-être qu'on pense qu'on n'a pas le droit de les exprimer. Puis quand que je parle de ces émotions-là, ce qui me vient en tête, c'est la culpabilité, le sentiment d'impuissance, parfois la solitude. Puis pourquoi? Mais au Québec comme ailleurs, j'ai l'impression que souvent, en tant qu'homme, on vit ces situations-là dans un certain silence pesant qui, malheureusement, peut venir dangereux. C'est un épisode qui me tient vraiment à cœur. Puis je pense que ça va aller toucher plusieurs papas, cette situation-là. Si cet épisode vous a touché, vous avez apprécié, bien, partagez-le. Pas pour moi, mais pour quelqu'un dans votre entourage qui vit peut-être quelque chose de semblable, puis qui ne sait pas encore, qui ne comprend pas comment il va faire pour s'en sortir. Mais des fois, juste de se sentir compris, mais ça commence par entendre quelqu'un d'autre mettre des mots sur ce qu'on vit à l'intérieur. Vous pouvez aussi rejoindre la communauté Papa Typique sur Facebook. On est là, on ne juge pas, on partage. Moi, c'est Yves et je vous retrouve la semaine prochaine. À plus.